dans les plis silencieux d'un soir oublié, là où les secrets dansent avec les ombres. Une vérité enfouie s'apprête à refaire surface. Une villa au bord du Nil, un masque brisé, et des cœurs qui cachent plus que des mots. Le crime, ici, ne hurle pas. Il chuchote. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. Lorsque le train s'arrêta enfin à la gare centrale du Caire, ce fut comme si le monde entier retenait son souffle. Une chaleur douce, encore supportable malgré l'heure avancée de l'après-midi, se posa sur mes épaules comme un châle tiède et soyeux. Le ciel, d'un bleu pâle, presque irréel, baignait la ville d'une lumière dorée qui semblait filtrée par la mémoire. Je descendis le premier, mon chapeau bien enfoncé sur la tête, jetant un regard curieux aux palmiers qui bordaient la voie. J'entendis les pas mesurés de Poirot derrière moi, son allure inchangée, précise, presque mathématique, même au milieu de ce tumulte exotique. Il m'effleura l'épaule d'un doigt et me lança, d'un ton aussi neutre qu'intrigant. « Hastings, mon ami, nous voici dans la ville des pharaons, où même les ombres portent des secrets. » Je souris, mais ne répondis pas. Je savais que, pour lui, toute chose nouvelle était un motif de réflexion. Nous prîmes place dans un fiacre réservé par notre hôte, et tandis que le véhicule s'éloignait, je ne pus détacher mon regard du fleuve que nous longions. Le Nil s'étendait comme une nappe de mercure brun, immobile, silencieuse. On aurait dit qu'il écoutait, lui aussi. Les rues que nous traversions étaient vivantes, d'une élégance ancienne. Balcons sculptés, moucharabiés entr'ouverts, marchands en djellaba, aux gestes lents et précis. Mais je devinais, derrière cette surface, un monde souterrain, d'alliances anciennes et de blessures mal cicatrisées. Poirot, quant à lui, ne parlait plus. Il regardait droit devant lui, les doigts joints sous son menton. Et je savais ce que cela signifiait. Il pressentait que ce voyage, annoncé comme un simple séjour de repos, allait bientôt prendre une toute autre couleur. Ce ne fut que lorsque nous fûmes installés dans nos chambres, au sein d'un petit hôtel discret donnant sur les jardins du Gezira Club, que Poirot rompit enfin le silence. Il sortit de la poche intérieure de son veston une enveloppe crème, soigneusement pliée, et me la tendit. Je reconnus immédiatement l'écriture haute et soignée de Lady Evelyn Marbury, l'une de ces dames anglaises qui, malgré les années et les tragédies, continuent de régner en terre lointaine, avec une grâce inaltérable. « Lisez-la, mon ami, » dit Poirot, non sans une lueur d'amusement dans les yeux. « Et dites-moi ce que vous y entendez, entre les lignes. » Je m'exécutai, intrigué. La lettre, d'une courtoisie presque exagérée, nous invitait à un bal masqué dans sa résidence de Zamalek, en l'honneur, disait-elle, du printemps qui revient toujours, même aux âmes les plus anciennes. Je sentis un frisson me parcourir, sans que je sache pourquoi. Plus loin, elle évoquait le plaisir de retrouver des visages familiers dans un monde qui change trop vite. Et enfin, j'espère, cher monsieur Poirot, que vous saurez reconnaître le masque qui ne ment pas. Je baissai lentement la lettre, la gorge soudain sèche. « Eh bien, Hastings ?» fit Poirot doucement. « Il y a là quelque chose de mélancolique et d'étrangement tendu, » répondis-je. Il hocha la tête, presque imperceptiblement. « Justement, mon ami, nous avons été invités à danser, mais ce bal ne sera pas un simple divertissement. Je le sens. Il y aura des vérités à découvrir et peut-être des ombres à réveiller. » Le lendemain matin, une voiture nous attendait devant l'hôtel pour nous conduire jusqu'à la résidence de Lady Marbury. Le chauffeur, un homme sans âge, au regard impassible,
nous salua sans un mot avant de prendre la direction de Zamalek. Le trajet fut bref, mais suffisant pour que je perçoive une nervosité inhabituelle chez Poirot. Il observait les rues avec une intensité silencieuse, comme s'il attendait que quelque chose surgisse entre les platanes et les murs blanchis à la chaux. La villa se dressait, au bout d'une allée ombragée, cachée derrière un portail de fer, forgé orné de motifs floraux. À première vue, elle n'était ni extravagante ni imposante, mais dégageait cette élégance un peu décatie des demeures qui ont vécu plus que leurs maîtres, un mélange d'architecture ottomane et d'ajouts art déco, témoignait d'un goût cosmopolite, ou peut-être, pensais-je, d'une certaine nostalgie du faste passé. À notre arrivée, nous fûmes accueillis par un majordome effacé qui nous guida à travers un vestibule frais et silencieux. Les murs étaient tapissés de portraits anciens, tous au regard grave. Un parfum léger flottait dans l'air, quelque chose de poudreux et fleuri, qui me rappela étrangement les salons d'Angleterre avant-guerre. Poirot s'arrêta à plusieurs reprises pour observer les détails. Un tapis usé, un rideau légèrement décousu, une fissure dans un vase, rien d'indiscret, mais tout enregistré. Une maison pleine de mémoire, murmura-t-il enfin, et de choses non dites. Je n'eus pas le temps de lui répondre que le majordome s'effaça pour nous annoncer. « Milady vous attend dans le grand hall. » Nous pénétrâmes dans ce que Lady Marbury appelait le Grand Hall, bien qu'il fût plus modeste que son nom ne le suggérait. Néanmoins, la pièce impressionnait par la manière dont elle avait été agencée. Les murs, peints d'un bleu profond, étaient ornés de panneaux en bois sculptés, d'inspiration syrienne. Mais ce qui captiva immédiatement mon regard, ce fut l'objet suspendu au-dessus d'une fontaine de marbre sec, un masque en or massif, finement ciselé, représentant un visage pharaonique figé dans une expression énigmatique. Lady Marbury se tenait près de l'ouverture donnant sur la terrasse, un verre à la main. Elle nous accueillit avec une chaleur un peu distante, comme si chaque mot qu'elle prononçait était une concession à la convenance et non une joie sincère. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, vous voilà donc enfin. » Poirot s'inclina poliment. « Et nous voilà charmés, madame, dit-il. Ce masque est remarquable. » Un bref silence précéda sa réponse. Il appartenait, paraît-il, à un vizir inconnu. Il était enterré à l'écart des tombes officielles. L'archéologue qui me l'a offert parlait de vengeance et d'exil. Ses yeux se posèrent sur le masque avec une étrange gravité, puis revinrent à nous. Mais ce ne sont que des histoires, bien sûr. Je sentis la main de Poirot se crisper légèrement sur sa canne. Moi-même, je ne pus m'empêcher de penser que ce masque trônait ici, non comme un ornement, mais comme un avertissement. Peu à peu, d'autres invités firent leur apparition dans le hall. Chacun d'eux nous fut présenté avec les formes habituelles. Mais je notai que Lady Marbury omettait parfois les liens exacts qui les unissaient à elle, comme si ces connexions, pourtant évidentes, étaient entourées d'un voile volontaire. Il y avait d'abord Sir James Wilcox, un homme sec, à l'allure militaire, dont le regard s'attardait un peu trop souvent sur Clara Fielding, une jeune femme au port gracieux, mais dont les gestes trahissaient une tension constante, comme une corde trop tendue sur un instrument précieux. Puis vint le major Lonsdale, massif, moustachu, le type même de l'officier de carrière. Il salua Poirot avec une politesse froide, presque mécanique. Quand Lady Marbury lui tendit un verre, je crus voir un léger frémissement dans ses mains. Enfin, le docteur Karim, silencieux, courtois, au sourire discret et aux yeux indéchiffrables. Il semblait flotter légèrement au-dessus de la scène, comme s'il en avait vu d'autres, et pire, tout en échangeant des banalités,
Je sentis autour de nous une tension singulière, faite de civilité appliquée et de regards qui s'évitaient avec une précision étudiée. C'était comme si chacun portait un masque invisible et que tous redoutaient qu'il glisse. Poirot ne disait rien, mais ses moustaches frémissaient. Il observait, il enregistrait, et je sus, sans qu'il eût à me le dire, qu'il n'était déjà plus ici en simple invité. Le lendemain de notre arrivée, je pris un moment pour parcourir seul les couloirs de la demeure. Il régnait dans cette ville-là une atmosphère singulière, faite d'accumulations feutrées et de couches temporelles que l'on sentait cohabiter sans jamais se fondre. Les pierres froides du sol semblaient murmurer des échos d'un passé ottoman, tandis que les moulures dorées et les appliques art déco tentaient de masquer, sans y parvenir tout à fait, l'ancienneté des lieux. Je fus frappé par l'odeur ambiante, étrange alliance de bois ciré, d'encens discret et de jasmin séché. C'était un parfum indéfinissable, que l'on ne pouvait associer à une seule époque ou à une seule personne. Il appartenait à la maison elle-même. Les tableaux, anciens pour la plupart, montraient des visages figés dans une expression de dignité mélancolique. Même les meubles semblaient attendre, comme si leur fonction première avait cessé depuis longtemps. Je rejoignis Poirot dans le petit salon de lecture, où il feuilletait un recueil de poésie anglaise avec un air de détachement calculé. Il leva les yeux vers moi et dit simplement « Vous avez senti, vous aussi ?» Je hochai la tête sans répondre. Car ce que j'avais senti, en vérité, ne venait ni du bois, ni des fleurs. C'était le parfum d'un passé trop vivant pour s'effacer, trop lourd pour être évoqué à voix haute. Nous eûmes l'occasion de mieux faire connaissance avec Sir James Wilcox ce matin-là, lors d'un petit déjeuner servi sur la terrasse arrière, ombragé de bougainvilliers. Il nous fut présenté comme un spécialiste des civilisations pré-dynastiques, ce qu'il confirma avec un ton sec, presque impatient, comme s'il redoutait que l'on ne le prît pour un vulgaire chercheur de trésors. Il avait une voix nerveuse, légèrement trop aiguë, et ses doigts pianotaient sans cesse sur le rebord de sa tasse, comme si le silence lui était insupportable. Mais ce qui me frappa surtout, ce fut la manière dont ses yeux, des yeux clairs et perçants, se posaient, à intervalles réguliers, sur la jeune Clara Fielding. Il ne la regardait pas avec tendresse, ni même avec une affection paternelle. C'était une attention sourde, crispée, mêlée d'un quelque chose que je n'osais encore nommer. Poirot, qui gardait son éternel sourire en coin, me glissa tout bas. Il y a de l'archéologie dans ses regards, Hastings, mais il cherche dans un terrain qui n'est peut-être pas le sien. Clara Fielding était l'exact opposé de son tuteur. D'une beauté discrète mais indéniable, elle se déplaçait dans la maison comme une ombre habillée de soie pâle. Son regard, lorsqu'il croisait le vôtre, semblait ne jamais s'y poser vraiment. Elle parlait peu, et toujours d'un ton bas, comme si chaque mot devait d'abord être vérifié contre une carte intérieure qu'elle seule pouvait consulter. Je tentai de l'aborder, à plusieurs reprises, avec la maladroite bienveillance que m'inspire souvent la jeunesse tourmentée. Mais chaque tentative se heurta à un silence poli, suivi d'un sourire aussi fragile qu'un pétale sous la pluie. Poirot, fidèle à son observation silencieuse, ne lui posa aucune question directe. Il se contentait de l'écouter respirer, en quelque sorte, de noter ce qu'elle ne disait pas. Il m'avoua plus tard. Mademoiselle Clara n'a pas peur d'être entendue. Elle a peur d'être crue. Je ne comprenais pas encore ce qu'il voulait dire, mais je savais, à la façon dont Clara passait parfois une main distraite sur son poignet gauche, qu'un souvenir y restait attaché comme une blessure ancienne
que le tissu ne suffit pas à cacher. Le major Lonsdale fit son apparition au moment du thé. Son entrée n'avait rien d'ostentatoire, mais elle imposait un silence autour de lui, comme le ferait un commandement ancien, auquel nul ne pensait plus obéir, mais dont on craignait encore l'écho. Il salua Poirot avec une froideur tout britannique, s'inclina à peine devant moi, puis s'assit sans qu'on l'y invitât vraiment. Il avait le regard dur, les mâchoires serrées, et parlait d'une voix grave, cassée par trop d'années passées à donner des ordres. Chaque phrase semblait tranchée dans la conversation, et pourtant, c'était moins ce qu'il disait que la manière dont Lady Marbury le regardait qui me troubla. Elle ne l'interrompit jamais, mais ses lèvres se pinçaient légèrement, comme si chaque mot prononcé réveillait en elle une mémoire qu'elle n'avait pas voulu exhumer. À un moment donné, le major fit une remarque ironique sur les aventures romantiques de l'aristocratie anglaise à l'époque des colonies. Lady Marbury posa alors sa tasse avec une lenteur étudiée et répondit sèchement. « Certaines aventures coûtent plus que d'autres, major. Le prix se mesure parfois en silence. » Je vis Poirot tourner très légèrement la tête. Il venait d'entendre ce que moi, je n'avais fait que deviner. Le dernier à apparaître fut le docteur Karim. Il arriva discrètement, en fin d'après-midi, vêtu simplement, presque avec humilité, et pourtant tout en lui inspirait le respect. Sa voix était douce, posée, et son regard profond semblait scruter non pas ce que vous étiez, mais ce que vous taisiez. Il s'entretint avec Poirot, à voix basse, dans un coin de la terrasse, évoquant d'abord le climat, puis la médecine, et enfin, sans insister, les effets du deuil sur les nerfs. Ce dernier mot fit tressaillir Lady Marbury, qui s'était approchée sans bruit. Elle ne dit rien, mais je vis dans son regard une lueur d'hostilité contenue. Plus tard, je m'approchai de Poirot, curieux de son opinion sur cet homme silencieux. « Il parle peu, dis-je, mais il regarde beaucoup. » Poirot hocha lentement la tête. Il a vu mourir Hastings, et ce genre de regard ne s'apprend pas dans les livres. Je remarquai alors que Clara s'était éclipsée pendant leur conversation, et que Sir Wilcox paraissait tendu. Il semblait que chacun, dans cette maison, surveillait quelqu'un d'autre, mais que personne ne savait qui redoutait quoi. Ce fut au détour d'un couloir, à la nuit tombée, que j'entendis une bribe de conversation qui me glaça. Sir Wilcox, croyant sans doute être seul avec Lady Marbury, parlait d'un ton bas mais pressant. Je m'arrêtai, malgré moi. « Vous ne pouvez pas continuer à faire comme si elle n'avait jamais existé, Evelyne. Il y a des choses que même le silence n'efface pas. » La réponse de Lady Marbury, tranchante comme un couteau de cristal, me laissa sans voix. Le silence n'efface rien, James. Il protège. Et il est tout ce qu'il me reste. Je me retirai discrètement, sans faire de bruit. Mais le malaise m'accompagna jusqu'à ma chambre. Ce soir-là, je ne pus fermer l'œil. Je repensai à tout ce que j'avais vu depuis notre arrivée. Les regards, les silences, les allusions suspendues. Il y avait une histoire souterraine, ici, un secret trop ancien pour être confié aux mots, mais trop pesant pour ne pas se trahir dans les gestes. Dans le couloir, un portrait avait attiré mon regard, celui d'une jeune fille blonde, au sourire pâle, figée dans un âge que la vie n'avait manifestement pas dépassé. Aucune plaque, aucun nom. Et pourtant, tout le monde savait. Même le silence avait un nom, ici, et il s'appelait Clara. Lorsque nous fûmes conviés, ce soir-là, à pénétrer dans la villa transformée pour le bal, je crus un instant franchir le seuil d'un conte ancien. L'entrée, dissimulée sous des tentures ivoires, ouvrait sur un hall baigné d'ombres mouvantes et de lueurs tamisées. Des lanternes en verre coloré diffusaient une lumière douce et trouble
comme si la vérité elle-même avait été filtrée. Les hôtes, méconnaissables sous leurs masques de velours, glissaient entre les colonnes avec une grâce qui n'était pas tout à fait naturelle. Des étoffes drapées entre les murs formaient des alcôves feutrées d'où s'échappaient des murmures, des rires étouffés, quelques accords de musique orientale joués sur des instruments à cordes invisibles. Le parfum du jasmin, toujours ce jasmin obsédant, s'accrochait à l'air, s'infiltrant dans les moindres replis de la conversation. Poirot, vêtu d'un costume d'arlequin sobre, portait un masque noir qui ne cachait presque rien de son expression, mais qu'il semblait considérer comme une pure convention. Il avançait avec cette retenue méthodique qui lui était propre, saluant à peine, notant tout. Lady Marbury, drapée dans un manteau brodé d'or, passait parmi ses invités comme une souveraine exilée, offrant sourires et paroles creuses avec une précision presque rituelle. Moi-même, je me surpris à éprouver un certain malaise. C'était trop parfait, trop orchestré, comme si le bal n'était pas une célébration, mais une mise en scène, et que nous n'étions pas tant conviés que convoqués. Je remarquai l'absence de Clara au moment où la valse reprenait dans la salle principale. Son absence n'avait rien d'évident au premier regard, car chacun s'évitait avec tant de grâce sous son masque que les présences devenaient floues. Mais il y avait, dans l'espace qu'elle avait occupé quelques instants plus tôt, un vide tangible, comme si l'air lui-même s'était contracté. Je fis mine de chercher du regard, me glissant discrètement vers les couloirs latéraux. Ce ne fut que lorsque je la vis revenir que mon inquiétude se mua en trouble. Elle passa le rideau de perles avec une lenteur presque irréelle, tenant entre ses doigts un éventail qu'elle ne semblait pas reconnaître. Son masque légèrement de travers laissait apparaître une joue blême, et ses mains tremblaient, si visiblement que même le plus distrait des convives aurait dû s'en émouvoir. Mais nul ne dit rien. Clara se fondit dans le décor, comme une ombre revenue d'un rêve trop lourd, et Lady Marbury, du fond de la pièce, détourna simplement les yeux. Je m'approchai discrètement de Poirot. Elle a disparu, soufflai-je, puis elle est revenue, différente. Il acquiesça sans détourner le regard. Les disparitions, Hastings, ne sont pas toujours physiques. Parfois, elles ont lieu en silence, dans l'âme. C'est alors que Lady Marbury réclama le silence, d'une voix qui n'avait rien perdu de sa fermeté. Les conversations s'évanouirent comme un voile qu'on soulève, et tous les visages, ou plutôt tous les masques, se tournèrent vers elle. Elle se tenait au centre du salon, droite comme un cyprès, un verre de cristal à la main. Son masque avait été ôté, révélant un visage qui n'avait pas renoncé à la beauté, mais qui portait en lui l'écho d'une guerre silencieuse. « Mes amis, dit-elle, je vous ai invités ce soir non seulement pour danser, mais pour contempler. Car parfois, il est bon de s'arrêter, même au milieu du faste, et de songer à ce que nous avons laissé derrière nous. » Un murmure parcourut l'assemblée. « Il y a, poursuivit-elle, des fautes que l'on oublie, d'autres que l'on nie, et puis il y a celles que l'on travestit. Elles prennent d'autres noms, d'autres visages, mais elles ne meurent jamais vraiment. » Elle leva son verre. « À ceux qui ont su pardonner, et à ceux qui n'ont jamais eu cette chance. » Le silence retomba, plus pesant encore. Je sentis, sans pouvoir en expliquer la cause, que ces paroles ne s'adressaient pas à l'assemblée en général, mais à une seule personne, et que cette personne, derrière un masque, venait de comprendre. L'horloge de la villa sonna minuit avec une lenteur solennelle. Chaque battement semblait s'imprimer dans l'air, comme une marque invisible. Le bal avait repris, mais les pas s'étaient ralentis. Les rires étaient devenus rares.
J'étais en train de me servir un verre d'eau sur la terrasse lorsque je l'entendis. Un cri bref, féminin, étouffé. Je me précipitai aussitôt, franchissant le seuil en courant. Les invités, surpris, suspendirent leurs gestes, certains figés en pleine révérence. Et là, sur la terrasse baignée de lune, parmi les lanternes oscillantes, gisait un homme masqué. Il était tombé sur le flanc, immobile, le corps rigide. Son masque, un visage grotesque, grotesquement souriant, avait roulé à ses pieds, brisé. Du sang coulait lentement sur les dalles, presque noires sous la lumière froide. Poirot, qui m'avait suivi, s'agenouilla près du corps sans le toucher. « Il est mort », dit-il simplement. Ce fut Lady Marbury qui prononça son nom d'une voix blanche. Le major Lonsdale. Un silence glacial envahit la terrasse. Puis, Sir Wilcox recula d'un pas, comme pour échapper à l'image. Clara, elle, s'était figée près d'un pilier, le regard fixé sur le masque brisé. Je compris alors que le bal, désormais, ne dissimulait plus rien. Il venait de révéler ce qu'il était vraiment. Un piège tendu à la vérité. Le spectacle macabre qui s'offrit à nous sur la terrasse laissa peu de place au doute. Le major Lonsdale gisait là, immobile, le corps figé dans une posture presque grotesque. La dague décorative, fine et délicate, était plantée au creux de sa poitrine. Un contraste cruel avec la violence de l'acte. À ses pieds, le masque en or, jadis symbole d'un mystère ancien, était brisé en mille éclats scintillants sous la lueur lunaire. Ce visage figé dans le sourire d'un pharaon semblait à présent rire d'un ironique dédain. Je m'agenouillai près du corps, observant les détails avec une attention mêlée de trouble. Le sang, lentement écoulé, avait dessiné un sillage sombre sur les dalles froides, mêlé à l'odeur tenace de jasmin qui flottait encore dans l'air. Lonsdale portait encore ses gants, blancs mais maculés, comme s'il avait tenté de garder une apparence d'ordre jusqu'au dernier souffle. Autour de nous, les invités se dispersaient en chuchotements, leurs masques cachant des expressions qui pourtant trahissaient une peur bien réelle. Clara, toujours figée près du pilier, semblait perdue, incapable de détourner les yeux de cette scène irréelle. Poirot, calme comme toujours, se releva lentement. Son regard passa du corps au masque brisé, puis à chacun d'entre nous, comme pour sonder nos âmes et peser le poids de nos silences. « Le bal, dit-il d'une voix basse mais ferme, vient de dévoiler son premier secret. Et ce n'est que le commencement. À peine avions-nous repris contenance qu'un mouvement attira notre attention. Sir James Wilcox, habituellement si réservé, fut surpris par l'un des domestiques en train de glisser précipitamment une lettre dans la doublure intérieure de sa veste. L'homme s'éloigna d'un pas rapide, le visage soudainement pâle, presque blême. Poirot s'approcha sans bruit et, d'un geste discret, intercepta le document. Il le déplia lentement sous nos yeux, révélant une écriture nerveuse et serrée, une missive adressée au major Lonsdale. Les mots évoquaient une sorte d'ultimatum mêlé de regrets confus, jetant une ombre nouvelle sur le lien qui unissait les deux hommes. Les regards se tournèrent aussitôt vers Wilcox, dont la mâchoire se crispa. Certains invités murmurèrent, pointant du doigt ce nouveau suspect, tandis que d'autres semblaient vouloir croire à une méprise. Poirot ne prononça rien, observant simplement la scène avec cette froide acuité qui lui était propre. Il savait que ce document, s'il révélait quelque chose, n'était peut-être qu'un leurre, une pièce dans un jeu plus complexe. Mais à cet instant précis, Sir Wilcox devint aux yeux de tous le principal coupable, ou du moins la figure la plus accessible sur laquelle faire peser le soupçon.
Dans la minute qui suivit la découverte de la lettre, Poirot prit la décision qui imposa immédiatement son autorité. Il demanda au majordome de verrouiller toutes les issues, interdisant à quiconque de quitter la demeure sans sa permission. Le personnel fut sommé de rester dans les couloirs et les invités rassemblés dans le grand salon. Un silence de plomb s'abattit sur la maison. La stupeur, mêlée à la peur, suspendit les conversations et figea les corps dans une attente anxieuse. « Mes amis, » déclara Poirot, « il est désormais évident que le meurtrier se trouve parmi nous et que nous devons, ensemble, révéler ce qui, jusqu'ici, a été caché. » Son regard circula lentement d'un visage à l'autre, jaugeant la moindre réaction, le moindre frémissement. « Je vous demande donc votre entière collaboration. La vérité ne tardera pas à surgir, et soyez assurés que rien ne m'échappera. » Le poids de ces paroles résonna dans la pièce, et chacun sentit que la partie venait de commencer, que l'enquête ne serait pas seulement une affaire de logique, mais un combat contre le silence et la peur. Ce fut dans le petit bureau attenant à la bibliothèque que Poirot demanda que l'on déposât l'arme retrouvée sur la terrasse. La dague, malgré la finesse de sa conception, avait une certaine lourdeur, comme si elle avait été pensée davantage pour l'apparat que pour la fonction. Pourtant, le sang qui en maculait la garde ne laissait aucun doute sur son usage récent. Je l'observais de loin, tandis que mon ami, ganté et précis, la faisait tourner lentement entre ses doigts. Ses yeux brillaient d'une intensité calculée, et lorsqu'il reposa enfin la lame sur la table, il murmura « Trop propre, Hastings, trop parfaite. » Je ne compris pas immédiatement. Elle a bien servi pourtant. Justement, mon ami, regardez cette lame. Elle est intacte, aucune ébréchure, aucun impact. Elle n'a pas percé à travers un costume, un os, ou même une volonté humaine. C'est une jumelle, une réplique, habilement substituée à l'original. Je fronçai les sourcils. L'idée me parut d'abord absurde, puis d'une effrayante logique. Qui, en effet, aurait pu anticiper le besoin de remplacer une arme décorative par une autre bidentique, si ce n'est quelqu'un ayant prémédité l'acte dans ses moindres détails. « Et l'original ?» demandai-je. Poirot tapota doucement la table. « Elle est quelque part, mon ami. Elle attend qu'on la découvre, ou qu'elle parle d'elle-même. » Nous retrouvâmes Clara Fielding dans l'un des petits salons de repos, où elle s'était réfugiée après la scène. Elle tenait entre ses mains une tasse de thé intacte, les yeux fixés sur le vide, comme si le monde autour d'elle avait perdu tout relief. Poirot, fidèle à lui-même, s'assit doucement en face d'elle sans la brusquer. Il ne prononça pas un mot pendant de longues secondes, jusqu'à ce qu'elle murmure « Ce n'était pas censé arriver ». Je retins mon souffle. Poirot, lui, incline légèrement la tête. « Que n'était pas censé arriver, mademoiselle ?» Elle le regarda enfin, les yeux rougis, mais encore fiers. « Je les ai entendus, la veille. Lady Marbury et le major. Ils se disputaient, c'était violent. Ils l'accusaient de mensonge. Elle lui reprochait des actes anciens. Et puis il a dit « Si la vérité éclate, tu tomberas avec moi. » Poirot resta parfaitement immobile. Je crus lire dans son regard une forme de confirmation, une pièce du puzzle qui s'emboîtait enfin. « Et vous, que pensiez-vous de lui ?» demanda-t-il doucement. Clara baissa la tête, puis murmura « Je le haïssais. Et je voulais comprendre pourquoi. » Elle se leva alors, d'un geste lent mais résolu, et quitta la pièce sans un mot de plus. Je me tournai vers Poirot. Que voulait-elle dire? Il répondit à mi-voix. Elle cherche sa vérité, Hastings, et parfois, c'est plus dangereux qu'un mensonge. Il y a des choses que l'on croit enfouies, puis qui remontent sans prévenir.
comme ces coquillages anciens que la mer rejette par caprice. Cette nuit-là, alors que je tournais en rond dans le salon déserté, ce fut une voix, un timbre que je reconnus avant même de voir son visage, qui éveilla en moi une vieille mémoire. Sir Wilcox s'entretenait avec le docteur Karim dans un recoin de la galerie. Leur voix était basse, mais les mots portaient, peut-être malgré eux. Il était question d'un incident. Un jeune homme, une erreur tragique. Il n'aurait jamais dû être là, disait Sir Wilcox. Nous étions encerclés. Lonsdale a pris une décision. C'était rapide, irréfléchi. Il n'était pas armé, James, répondit doucement Karim. Il venait livrer une lettre. C'était mon frère. Un silence suivit, plus tranchant que n'importe quel cri. Je n'osais plus bouger, figé dans l'ombre d'un pilier. Puis, Wilcox reprit, la voix rauque. « Et pourtant tu t'es tu, tout ce temps. » « Je n'ai pas oublié, James, mais il y a des morts qui ne réclament pas justice, seulement mémoire. » Je me retirai sans bruit, le cœur battant. Ce que j'avais entendu faisait trembler la structure même du récit, auquel j'avais jusqu'alors cru. Ce n'était plus un meurtre mondain, un jeu de masques au goût de scandale. C'était un retour, une dette, une plaie ouverte par-delà les années, et que les vivants s'étaient jurés de taire. Je retrouvai Poirot dans la bibliothèque, et lui rapportai chaque mot. Il m'écouta en silence, puis me dit « Il ne s'agit plus seulement de découvrir qui a tué Hastings. Il s'agit de comprendre pourquoi tous ont accepté de se taire. » Les jours suivants furent consacrés à des entretiens discrets, des discussions feutrées, menées à l'ombre des vérandas et sous les plafonds peints du grand salon. Poirot, avec la patience d'un orfèvre, reconstitua les pièces de l'affaire ancienne. Il en ressortit un récit d'une précision glaçante. À l'époque où Lady Marbury résidait en Égypte avec sa fille, le major Lonsdale commandait une garnison dans une zone frontalière agitée. Un jour, un jeune Égyptien fut abattu à proximité du quartier militaire. Il portait une lettre, prétendait-on, mais aucun témoin ne confirma son contenu. L'affaire fut rapidement classée. Aucun rapport officiel ne fut publié. Mais Poirot découvrit, par l'intermédiaire d'un vieux journal et d'un témoignage indirect, que ce jeune homme n'était autre que le fiancé discret de Clara Marbury, que Lady Marbury avait toujours désavoué, et Lonsdale, sans ordre, avait agi. Par jalousie, par crainte, peut-être les deux. Mais le fait brut restait. Un innocent avait été tué. Poirot me dit alors, en refermant ses carnets, « Ce n'est pas une erreur militaire, Hastings, c'est une faute humaine, recouverte d'un uniforme, pour mieux en nier l'odeur. » Je sentis que cette révélation, plus encore que le crime lui-même, allait faire vaciller bien des certitudes. Il devint évident que plusieurs des convives présents avaient connu cette histoire, ou du moins une version suffisamment floue pour justifier leur silence. Chacun avait, à l'époque, choisi son camp, l'obéissance, la prudence, l'oubli. Sir Wilcox, en bon militaire, avait étouffé ses doutes au nom de l'ordre. Lady Marbury, elle, avait imposé l'exil à sa fille, préférant sacrifier une vérité privée à une réputation publique. Et le docteur Karim, le plus digne de tous, sans doute, avait gardé le silence, par loyauté envers les morts. Poirot me confia alors, dans un souffle, « Ce n'est pas un complot, Hastings, c'est pire, un accord tacite, une conjuration du silence, faite non de calcul, mais de peur, de honte, et d'une étrange forme d'amour. Et je compris que dans cette maison, le silence n'était pas seulement un refuge, il était devenu une arme. » Poirot demanda à voir Sir Wilcox dans le petit boudoir jouxtant la bibliothèque, un lieu calme où les voix semblaient s'user d'elles-mêmes contre les murs épais.
J'étais présent, mais en retrait, comme il le souhaitait toujours dans ces moments où il sondait les âmes plus qu'il ne les interrogeait. « Vous avez été vu, Sir Wilcox, dit-il, sans détour, en train de dissimuler une lettre adressée au major Lonsdale. Une explication s'impose. » L'homme, droit mais raidi, croisa les bras sur sa poitrine. « C'était une affaire privée. Je ne vois pas en quoi cela regarde la police. »« Ce n'est pas la police, monsieur, » répondit Poirot avec douceur. « C'est la vérité. » Wilcox détourna le regard, puis, d'un ton brusque, « Lonsdale, il n'était pas digne d'elle. Il la frôlait à peine, et pourtant elle l'écoutait, comme s'il était le dernier homme sur terre. Le nom de Clara ne fut pas prononcé. Il n'en avait pas besoin. « Elle est votre pupille, » précisa Poirot. « Elle est plus que cela. Elle est... » Il se coupa net, comprenant sans doute qu'il en disait déjà trop. Poirot, avec un geste presque compatissant, conclut. « La jalousie, monsieur, est un mobile ancien. Mais elle vous a peut-être seulement poussé à cacher une vérité, et non à tuer. » Et dans ce regard fuyant, je crus voir, pour la première fois, autre chose que de la froideur, une peur nue. Nous l'avions lue, cette lettre que Wilcox s'efforçait tant de soustraire au regard. Poirot, fidèle à sa méthode, l'avait examinée comme une pièce fragile, pesant chaque mot, chaque tournure. Ce n'était pas un écrit de menace, loin de là. C'était une supplique. Écrite d'une plume nerveuse, elle débutait ainsi. « Mon cher Lonsdale, il est temps que je vous dise ce que je n'ai jamais osé. » S'ensuivait un flot d'excuses confuses, de regrets accumulés comme des pierres. Wilcox y admettait avoir menti sur certaines circonstances passées, peut-être même d'avoir tu certaines vérités à Lady Marbury, dans l'espoir de se rapprocher d'elle par des voies détournées. Le ton n'était pas celui d'un homme sur le point de commettre un crime, mais celui d'un homme fatigué de porter seul un secret qui ne lui appartenait plus. Il parlait d'un dîner à venir, d'un dernier espoir, de rétablir ce qui peut l'être. Il voulait s'excuser, soufflai-je à Poirot. « Oui, » répondit-il, « et cela, mon ami, est la preuve qu'il n'était pas encore passé à l'acte. Mais cette lettre, pourquoi l'avoir cachée? Parce que parfois, Hastings, un aveu d'honneur peut paraître plus compromettant qu'un crime, et que les hommes fiers redoutent moins la prison que le jugement de ceux qu'ils aiment. Le docteur Karim fut le seul à ne pas chercher à se défendre. Ce silence, chez lui, n'avait rien d'un aveu. C'était une sorte de mur, lisse, opaque, presque religieux. Poirot lui rendit visite dans le jardin intérieur, à l'heure où le soleil se brisait doucement contre les dalles blanches. Je restais en retrait, notant l'absence totale de gêne chez le médecin. Il semblait attendre la parole de Poirot, comme on attend une prière, sans crainte ni empressement. « Vous connaissiez le jeune homme tué, n'est-ce pas ?» demanda Poirot. Karim ferma les yeux un instant, puis répondit simplement « Il était mon frère. » Le silence qui suivit fut d'une densité étrange. Poirot hocha lentement la tête. « Et vous avez choisi le silence ?»« J'ai choisi de ne pas salir sa mémoire. Il était innocent. Ce sont les vivants qui portent la faute. » Poirot l'observa longuement, puis reprit. « Vous ne protégiez pas Sir Wilcox ni Lady Marbury, mais peut-être quelqu'un d'autre ?» Karim ne répondit pas, mais son regard, un bref instant, s'attarda sur l'une des fenêtres de l'étage. Poirot le vit. Moi aussi. « Elle ignore encore tout, n'est-ce pas ?» murmura Poirot. Karim répondit alors, sans détourner les yeux. « Elle ne doit jamais se salir de ce sang, même en pensée. » Et dans cette phrase, je compris que l'homme que nous avions pris pour un témoin distant était, en vérité,
l'un des piliers invisibles de ce drame. Ce fut presque par hasard que je découvris le petit objet. Alors que je cherchais mes gants dans l'un des fauteuils du grand salon, mes doigts heurtèrent une forme dure, dissimulée entre les coussins. Je tirai doucement. C'était une broche ancienne, en argent, en forme de camélia, stylisée. Au dos, gravé finement, 2 initiales, C.M. Je restai un moment immobile, le bijou dans la paume, le cœur battant. C.M. Clara Marbury, le nom qu'on ne prononçait jamais. Ou bien Clara Fielding, qui n'était peut-être qu'un nom d'emprunt. Je la remis dans la poche intérieure de ma veste et allai aussitôt rejoindre Poirot. Il la prit, l'observa longuement, puis la referma dans son mouchoir de lin blanc, avec un soin presque cérémonial. « Voilà un souvenir que l'on croyait perdu, dit-il, et pourtant, le passé trouve toujours le moyen de revenir. » Il ne m'en dit pas davantage, mais je sentis que cette broche, oubliée là comme par accident, était en réalité un appel muet, ou une erreur qu'on regretterait bientôt. Le lendemain matin, Poirot convoqua Sir Wilcox dans la bibliothèque, cette fois sans détour. L'atmosphère était tendue, et même moi, pourtant habitué à ces confrontations, ressentais une forme de malaise. « Sir Wilcox, » commença Poirot, « il est temps que nous soyons clairs. Vous avez menti, oui. Vous avez nourri des sentiments que vous ne pouviez avouer, soit, mais vous n'avez pas tué. » Wilcox tressaillit, plus de soulagement que de surprise. « Vous êtes sûr ?» murmura-t-il. « Oui, mais vous avez tout fait pour que l'on vous soupçonne. Votre jalousie, votre lettre cachée, votre regard posé sur Clara comme une possession. Tout cela vous rendait parfait pour le rôle du coupable. » Poirot s'approcha. Or le meurtrier, lui, voulait qu'on regarde ailleurs. Il a besoin que l'on continue à croire à vos fautes pour mieux dissimuler les siennes. Wilcox s'assit lentement, comme s'il sentait enfin le poids qu'il portait tomber de ses épaules. Mais son regard resta grave. « Alors pourquoi ne pas m'arrêter ? » « Parce que je cherche la vérité, pas un coupable commode, » répondit Poirot. Je compris alors que notre enquête venait de franchir un nouveau seuil. Celui où la logique cède un instant la place à la morale, et où l'innocence n'est plus la pureté, mais le refus d'avoir cédé à l'ombre. Ce fut Poirot lui-même qui sollicita l'entretien, avec une courtoisie qui n'avait rien de négociable. Lady Marbury accepta sans résistance apparente, et le rendez-vous fut fixé dans la bibliothèque, à l'heure où les ombres du jardin s'allongent comme des pensées mal rangées. Je m'y rendis avec lui, mais à la demande muette de mon ami, je restai près de la porte, à distance. Il ne voulait pas de témoin direct, seulement une présence. Je le compris à la manière dont il referma lentement la porte derrière lui, puis alla s'asseoir en face de Lady Marbury, sans un mot. Elle l'attendait, non pas avec impatience, mais avec cette résignation souveraine des femmes qui ont tout perdu, sauf leur dignité. Elle ne tenta pas de fuir la question qu'il ne formula pas encore. Et je vis, de là où j'étais, son visage se tendre, non de peur, mais comme si elle se préparait à une guerre intérieure longtemps ajournée. Poirot, d'un ton presque intime, se pencha légèrement vers elle. « Il est temps, madame, que le passé sorte de vos murs. » Elle détourna les yeux vers la fenêtre entr'ouverte, puis murmura d'une voix basse, presque tendre. « C'est le Nil qui vous l'a dit, monsieur Poirot, ou votre conscience de justicier. »« Ni l'un ni l'autre, » répondit-il, « c'est votre fille. » Et à ces mots, pour la première fois, je vis Lady Marbury trembler. Un silence d'une densité presque matérielle s'abattit sur la pièce. Lady Marbury, le regard fixé sur un point invisible dans la pénombre, mit plusieurs secondes à prononcer la suite. Quand elle parla enfin,
Sa voix était rauque, mais sans larmes. « Clara n'est pas Clara Fielding, monsieur Poirot. Elle est Clara Marbury, ma fille. » Je crus, malgré moi, sentir le sol vaciller sous mes pieds. Poirot, lui, ne bougea pas. Il se contenta d'incliner lentement la tête, comme s'il venait de recevoir la confirmation d'un soupçon qu'il n'osait encore formuler. Elle était née ici, au Caire. Elle n'a jamais supporté la lumière crue de ce pays, ni la brutalité de ceux qui se croient maîtres sous prétexte qu'ils commandent. Elle fit une pause, les mains posées à plat sur ses genoux. Quand l'affaire a éclaté, je n'ai eu d'autre choix que de la faire disparaître, pas la tuer, non, mais l'effacer, la retirer du regard du monde. Un nom nouveau, une pension en Suisse, un silence imposé. Elle n'avait que 16 ans. Et son père, demanda Poirot avec douceur. Mort, avant ses 2 ans. Il ne l'aurait pas empêché d'aimer, l'homme qu'il ne fallait pas. Elle prononça ces mots, avec un mélange d'amertume et de douleur rentrée, comme si chaque syllabe ravivait une plaie encore vive. Poirot resta un instant silencieux, puis murmura « Elle sait, pas tout. Seulement ce que la douleur lui a permis d'entrevoir. Le reste, elle le cherche dans les yeux des autres. » Et soudain, Lady Marbury parut vieille. Non de corps, mais d'âme. Une vieillesse que seule l'ombre d'un mensonge peut donner. C'était un garçon calme, instruit, presque timide. Il travaillait pour le consulat, un traducteur. Il s'appelait Youssef. Ma fille l'a rencontré dans les jardins de la bibliothèque du Caire. Elle revenait d'un cours de dessin. Elle avait les mains tachées de fusain, et lui, il lui a tendu un mouchoir. Lady Marbury parlait à présent sans se regarder, comme si elle lisait une histoire écrite sur le mur d'en face, une histoire qu'elle n'avait jamais osé relire. Ils se sont fiancés en secret. Il lui écrivait des poèmes, en arabe. Elle apprenait la langue pour lui répondre. Elle serra les doigts sur l'accoudoir du fauteuil. Et puis un jour, Youssef est entré dans la zone militaire sans autorisation. Il portait une lettre, semble-t-il, destinée à Clara. Il n'a pas eu le temps de parler. Le major Lonsdale l'a abattu sans sommation. Elle se tut un instant, puis ajouta « L'armée a couvert l'incident. Erreur de jugement, zone à risque, ordre confus. Rien à filtrer. Mais moi, je savais. Et Clara aussi. » « Elle vous en a parlé ?» demanda Poirot. « Non, elle ne me l'a jamais dit, mais je l'ai lu dans ses silences. » Sa voix se brisa, puis revint. Elle ne m'a jamais pardonné, et je ne me le suis jamais pardonné non plus. Poirot, lui, gardait les yeux clos, comme s'il priait pour les morts ou pour les vivants restés trop longtemps muets. « Vous auriez pu la défendre, dis-je enfin, incapable de contenir mon trouble. La protéger autrement, exiger la vérité. » Lady Marbury tourna lentement la tête vers moi. Son regard, bien qu'éteint, contenait une dignité terrible. J'étais veuve, seule, dans une société où le scandale d'un amour avec un indigène aurait ruiné non seulement notre nom, mais notre avenir. Je n'ai pas voulu l'effacer par honte, je l'ai fait pour lui donner une autre chance. Poirot intervint doucement. Une chance qui a coûté 20 ans de silence. Elle acquiesça, résignée. Je l'ai envoyée à Lausanne, sous un nom emprunté, avec une histoire fabriquée. Elle n'a jamais revu l'Égypte, ni moi, jusqu'à ce que je la rappelle pour ce bal. Elle m'a écrit. Elle voulait comprendre. Elle avait entendu parler du major Lonsdale. Elle avait deviné. Elle reprit son souffle. Je lui ai dit que je l'avais sauvée, mais je crois, au fond, que je n'ai sauvé que moi-même. Poirot se leva lentement, comme on se lève devant une tombe. Il ne jugea pas, il ne consola pas. Vous avez agi, madame, selon ce que vous croyiez juste, mais parfois, la justice n'a pas la même langue que l'amour.
et dans cette bibliothèque noyée de demi-teintes, je crus sentir le souffle glacé du passé nous frôler, comme un verdict ancien revenant réclamer son dû. En quittant la bibliothèque, Poirot s'arrêta un instant dans le corridor obscur. Il s'accouda au marbre de la rampe, pensif, le regard plongé dans le vide. Elle l'ignorait, elle l'a deviné, puis elle a voulu vérifier, murmura-t-il. Je compris à qui il faisait allusion. Clara, revenue ici sous un nom qui n'était pas tout à fait faux, mais plus tout à fait sien. Clara, qui s'était approchée du major Lansdale avec cette fragilité étrange que seuls possèdent ceux qui ont un compte à régler avec leur propre douleur. Vous croyez qu'elle voulait le tuer? Non, mais je crois qu'elle a voulu l'écouter, et qu'elle espérait, au fond, entendre une autre version. Un mot, un regret. Il marqua une pause. Elle n'a rien entendu, Hastings. Rien d'autre qu'un silence ou un mensonge. Alors, elle a reculé. Mais quelqu'un d'autre ne l'a pas fait. Je songeais à Karim, à sa fidélité muette, à son regard trop calme, et je compris que ce bal n'avait pas été un hasard. C'était un théâtre dressé pour que la vérité se manifeste ou s'effondre. Ce soir-là, je restai longtemps dans ma chambre, incapable de dormir. Je regardais les ombres glisser sur le plafond, comme les souvenirs d'une histoire que je n'avais pas vécue, mais dont je sentais la peine jusque dans mes os. Je pensais à Clara, à cette jeune femme qui avait grandi dans le silence d'un mensonge, puis qui, sans violence, avait voulu s'en approcher pour le toucher du doigt. Et je pensais aussi à Lady Marbury, si fière, si digne, et pourtant brisée par sa propre stratégie, un amour, un mensonge, un nom effacé. Voilà tout ce qu'il avait fallu pour que la vérité se perde, puis revienne sous un masque. Et moi, simple témoin dans l'ombre, je me demandais si parfois, le mensonge n'était pas une forme cruelle de tendresse. Je savais déjà ce que Poirot dirait. Non, mon ami, le mensonge est un poison, même s'il se présente en flacon de cristal. Le lendemain soir, à l'heure où la lumière du Caire prend une teinte presque dorée, Poirot demanda que tous les invités soient réunis dans le grand salon. Il n'usa d'aucun ton solennel, n'évoqua ni enquête ni verdict. Il dit simplement « Il est temps de parler à voix haute ». La pièce semblait plus vaste que jamais, peut-être parce que chacun, en s'y installant, tentait d'y occuper le moins d'espace possible. Le masque en or, brisé, avait été replacé sur une petite table à côté de la cheminée. Il trônait là comme une accusation muette. Lady Marbury était droite dans son fauteuil, la main posée sur une canne qu'elle n'avait jamais portée jusque-là. Clara, plus pâle que je ne l'avais jamais vue, évitait tous les regards. Sir Wilcox s'était posté dans un coin, bras croisés, raide comme un officier à la parade. Le docteur Karim, lui, restait debout, calme et silencieux. Poirot se plaça au centre de la pièce, comme le ferait un chef d'orchestre prêt à lever la baguette. Il ne nous regarda pas un à un. Il nous regarda tous en même temps. « Ce n'est pas seulement un meurtre que nous allons évoquer ce soir, » dit-il. « C'est une chaîne d'actes, de douleurs, de silence, tissée avec le fil du passé. Et déjà, je sentis que le rideau allait enfin se lever sur la pièce invisible qui s'était jouée ici depuis 20 ans. Poirot, les mains croisées derrière le dos, prit quelques pas lents dans le silence tendu de la pièce. Sa voix était douce, mais chaque mot semblait peser, taillé pour frapper là où l'illusion se dissimulait. Le major Lansdale a été tué pendant le bal, poignardé avec une lame dissimulée dans un éventail, et non avec la dague décorative retrouvée près du corps. Cela seul suffit à démontrer que le crime fut prémédité, préparé avec soin, par quelqu'un qui connaissait parfaitement les lieux
et les habitudes des convives. Il s'arrêta, fit volte-face. Sir Wilcox, bien que jaloux et maladroit, n'avait ni l'habileté ni le mobile suffisant. La lettre qu'il avait dissimulée n'était pas une menace, mais un aveu. Il voulait protéger, ou du moins expliquer. Wilcox baissa la tête, sans mot dire. « Lady Marbury, vous avez gardé votre fille loin du monde pendant 2 décennies, une décision que vous justifiez par amour. Peut-être, mais ce choix a semé la confusion, et dans cette confusion, Clara a été la proie idéale de toutes les douleurs. » Un frisson passa dans la pièce. « Clara Marbury, dit-il enfin, s'est approchée du major Lonsdale comme d'un fantôme qui cherche à comprendre son propre passé. Mais elle ne l'a pas tué. Non, elle a eu peur. Peur de ce qu'elle allait entendre. Et elle s'est tue. » Poirot regarda alors Karim longuement. Reste celui qui a tout vu, tout su. Celui qui n'a jamais parlé, mais qui n'a jamais oublié. Je sentis mon cœur ralentir. Le ton, la tension, le poids, suspendus dans l'air. Je savais ce qui allait venir, mais je ne savais pas si j'étais prêt à l'entendre. Poirot s'avança de quelques pas vers le docteur Karim, puis s'arrêta devant lui. Le silence s'épaissit. Même les murs semblaient attendre. Le jeune homme tué, il y a 20 ans, n'était pas qu'un fiancé. Il était aussi un frère. Karim, impassible, ne broncha pas. Seules ses paupières, un instant, battirent plus vite. Vous saviez tout. Vous aviez lu les lettres, conservé les dessins, entendu les aveux non formulés. Vous saviez que Lonsdale n'était pas un soldat ayant obéi à un ordre, mais un homme ayant agi par orgueil. Vous n'avez pas parlé, car vous ne cherchiez pas la justice. Vous attendiez le moment. Poirot s'approcha d'un pas. Le bal, le retour de Clara, la venue de tous les acteurs de cette tragédie oubliée. C'était votre scène. Et vous avez joué votre rôle avec la même retenue que votre chagrin. Vous avez vengé votre frère. Karim le regarda enfin dans les yeux. Son visage ne trahit ni triomphe, ni remords. « Je l'ai tué, » dit-il simplement. Un murmure secoua la salle. Poirot incline la tête, presque respectueusement. « Vous l'avez tué, et vous avez protégé celle qui l'avait blessée, sans le savoir. Vous avez veillé à ce qu'elle ne touche ni au crime, ni au poison du ressentiment. » Karim murmura, les yeux baissés. « Je ne voulais pas qu'elle vive dans une vérité aussi noire que la mienne. » Et je compris alors que ce meurtre n'était pas un acte de colère, mais de fidélité désespérée. Lorsque Poirot reprit la parole, sa voix, pourtant calme, avait changé de texture. Elle portait une nuance nouvelle, faite non plus de logique pure, mais d'un soupçon de tristesse. « Vous n'avez pas armé Clara, docteur Karim. Vous ne lui avez rien suggéré. Mais vous avez réveillé en elle ce que le silence avait laissé dormir. » Il marqua une pause, puis reprit. « Vous l'avez entourée de votre bienveillance. Vous lui avez offert le confort d'une oreille, l'illusion d'un guide, mais c'était un miroir que vous lui tendiez. Un miroir qui ne renvoyait que douleur, perte, injustice, et dans cette douleur, que vous aviez veillée comme une flamme sacrée, vous avez cultivé l'oubli du doute. » Karim ne tenta pas de nier. Il demeura debout, les épaules droites, comme un homme conscient du poids de son rôle. « Je ne l'ai jamais conduite vers le crime, » dit-il d'une voix posée. « Mais je voulais qu'elle ressente, qu'elle voie la faille, qu'elle comprenne, peut-être qu'elle se révolte, peut-être qu'elle frappe. » Poirot secoua la tête. « Non, vous saviez qu'elle reculerait, vous l'espériez même. Mais cela suffisait. Sa proximité, ses silences, tout cela devait détourner notre attention de vous. » Il fit quelques pas lents vers le centre du salon. « Le plus habile des meurtriers n'est pas celui qui frappe sans bruit. C'est celui qui donne
à quelqu'un d'autre l'ombre du mobile, sans jamais le charger du geste. Poirot désigna d'un geste une table latérale, sur laquelle reposaient les effets personnels du major Lonsdale, rassemblés depuis le soir du bal. La véritable arme, dit-il, n'a jamais été la dague décorative. C'était un éventail, un objet anodin, porté par plusieurs dames, mais dont un seul exemplaire possédait une armature en acier finement aiguisée. Il en sortit un, soigneusement enveloppé dans un mouchoir de lin. Je reconnus celui que Clara tenait entre ses doigts, à son retour dans le salon, peu avant le meurtre. Mais Poirot poursuivit. Ce modèle très particulier a été retrouvé dans la chambre de Clara, mais elle ne s'en souvenait pas l'avoir pris. Et pour cause, ce n'était pas le sien. Il montra alors une discrète éraflure sur le bord de l'éventail. Une lame rétractable glissait dans une des tiges latérales. Le coup porté fut vif, précis. En se penchant pour parler à Lonsdale, il suffisait d'un seul geste pour atteindre le cœur. Je frémis à cette idée. Tout semblait si chirurgical. Karim avait accès à tous les objets du bal. Il connaissait la disposition des lieux. Il savait que Lonsdale viendrait seul, sur la terrasse, à cette heure. Il n'a pas improvisé. Il a rendu un jugement. Et dans le silence qui suivit, personne ne trouva le courage de contester. Ce fut Lady Marbury qui rompit le silence. Elle se leva lentement, sans appui, droite comme un chêne que l'âge n'a pas encore brisé, mais dont chaque feuille frissonne. Elle s'approcha de Karim, puis de Clara, et ses yeux, si souvent voilés de distance, étaient cette fois clairs, presque brûlants. « Je vous ai enfermé dans un mensonge pour vous protéger, mais je comprends aujourd'hui que je vous ai volé une part de vous-même. » Elle prit la main de sa fille, et sa voix, étranglée, tremblante, se brisa. « Je te demande pardon, Clara. Pardon pour t'avoir fait porter mes choix. Pardon de t'avoir fait douter de ce que tu valais et de ce que tu savais. » Clara resta figée un instant, puis posa sa main sur celle de sa mère, sans un mot. Lady Marbury se tourna ensuite vers Karim. Elle ne lui dit rien, mais elle s'inclina, très légèrement. « J'ai méprisé ce pays, » dit-elle alors à voix haute, et ce mépris m'a coûté ce que j'avais de plus pur. Je crus voir une larme rouler sur sa joue, ou peut-être était-ce un éclat de lumière. Mais pour la première fois depuis le début, la douleur semblait avoir trouvé un mot, et le mot, c'était pardon. Je demeurais en retrait, incapable de prononcer le moindre mot. Tout s'était déroulé comme un rêve douloureux dont on ne sort pas tout à fait éveillé. Je regardais ces visages, démasqués, ces âmes, autrefois prisonnières de leurs récits intérieurs, désormais nues face à elles-mêmes. Et je compris que les crimes ne sont pas tous commis avec des armes. Certains naissent dans le silence, dans les absences, dans les héritages de honte que l'on transmet sans les nommer. Poirot se tenait seul près de la cheminée, les mains jointes, comme un prêtre après la messe. Je m'approchai doucement. « Était-ce justice, Poirot ?» demandai-je. Il ne me répondit pas immédiatement. Puis, d'un ton presque imperceptible, « Non, Hastings, c'était la vérité, et parfois elle suffit. » Et tandis que le vent du Nil glissait à travers les fenêtres entr'ouvertes, je sentis qu'un monde ancien venait de s'effondrer, mais qu'un autre, peut-être, pouvait naître du silence laissé derrière lui. Le matin s'annonçait pâle, comme si le ciel lui-même hésitait à s'éveiller tout à fait. Clara descendit les marches de la villa sans un mot, une petite valise à la main. Elle n'avait pas pleuré. Non, elle semblait au-delà des larmes, droite, silencieuse, étrangement calme. À ses côtés marchait le docteur Karim. Il ne lui parlait pas. Il ne cherchait ni à la rassurer, ni à la retenir. Il l'accompagnait seulement,
comme on accompagne une vérité vers son exil. Je les regardais franchir le seuil, sans un bruit, comme deux silhouettes d'un conte dont la dernière page aurait été arrachée. Poirot, qui observait la scène depuis la véranda, murmura simplement « Elle ne regarde plus en arrière, Hastings. Voilà ce que nous appelons parfois la paix. » Je hochai la tête, sans bien savoir pourquoi. Il y avait dans le départ de Clara une dignité douloureuse, une forme de renaissance sans éclat. Elle n'avait pas fui, elle avait choisi. Le taxi les attendait. Lorsqu'elle ouvrit la portière, elle jeta un dernier regard vers la villa, non pas vers ceux qui y vivaient, mais vers ce qu'elle y avait laissé. Un nom, une mère, une douleur ancienne. Et sans mot dire, elle monta. Le moteur ronronna doucement, puis le véhicule s'éloigna sur l'allée bordée de palmiers. Je restai là un instant, figé, à regarder cette route de poussière blanche avaler la silhouette du véhicule. Une valise suffit, dis-je à mi-voix, pour tourner une vie entière. Non, répondit Poirot sans me regarder. Mais parfois, c'est tout ce qu'on peut porter. Et le silence retomba, plus lourd encore que la veille. Dans l'aile nord, les volets restèrent clos toute la journée. Lady Marbury ne descendit plus. Le majordome nous informa qu'elle avait demandé à ce qu'on ne la dérange pas. Même Clara, avant son départ, n'avait pas été reçue. Je ne pus m'empêcher de monter doucement les escaliers, pris d'un élan que je ne sus définir. Arrivé devant sa porte, je tendis l'oreille. Rien, si ce n'est le bruissement feutré de l'étoffe que l'on froisse ou d'un pas sur un tapis ancien. J'hésitai, la main levée. Puis, je me ravisai. Il y a des douleurs qui réclament l'ombre. Plus tard, Poirot m'apprit qu'il avait reçu un billet glissé sous sa porte. Quelques lignes, à l'encre bleue, d'une écriture droite mais tremblante. « Je n'ai plus rien à dire, monsieur Poirot. Vous avez levé le masque avec justice. À moi, désormais, le devoir du silence. » Il replia le papier avec soin et le glissa dans sa poche intérieure, comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Elle s'effondre, Hastings, mais elle s'effondre droite. Cela aussi, c'est une manière d'aimer. Je n'ajoutai rien. Dans cette grande maison où les voiles de lin dansaient à peine, je sentais la mémoire flotter, telle une nappe de brouillard sur un lac ancien. Et quelque part, dans la chambre du fond, une femme qui avait tant voulu effacer les traces, vivait désormais seule avec elle. Je me surpris, ce soir-là, à rester plus longtemps que d'ordinaire sur la terrasse, là où la brise venue du fleuve rafraîchissait l'air saturé de jasmin et de regret. Tout semblait à sa place, et pourtant tout avait changé. Je repensais à Clara, à Lady Marbury, à Karim, à Lonsdale, et surtout à ces nœuds invisibles que le passé tisse sous la peau des vivants. Les actes d'amour peuvent-ils engendrer le silence qui tue? Les secrets peuvent-ils être pardonnés parce qu'ils furent pensés pour protéger? Je me rappelais un mot de mon père. Lorsqu'enfant, j'avais menti pour éviter à un camarade une punition méritée. Il m'avait dit « Le mensonge par bonté reste un mensonge, mais parfois, c'est un mensonge qu'on peut aimer. » En cet instant précis, je comprenais ce qu'il voulait dire. L'amour, comme la peur, pousse à cacher, à gommer, à reconstruire. Mais il laisse toujours une fissure. Et un jour, cette fissure devient faille. Je regardais Poirot, assis plus loin, pensif. Lui aussi portait une fatigue nouvelle, moins physique que morale. L'affaire était close, certes, mais elle ne s'était pas conclue dans l'ordre triomphant des faits résolus. Elle s'était terminée dans le désordre silencieux des âmes brisées. Je fermai les yeux, laissant le vent me parler. Oui, pensai-je, parfois il ne reste que cela. Des silences lourds de vérité, des gestes qui demandent pardon et l'espoir que, quelque part,
Quelqu'un entende encore la lumière. Ce fut Poirot qui rompit le silence. Il avait cette manière de parler sans nous regarder, les yeux tournés vers l'eau, comme s'il s'adressait à une vérité ancienne, et non à moi. Le Nil, mon ami, est un fleuve de mémoire. Il ne juge pas. Il regarde passer les hommes, leurs fautes, leur fierté, leur pardon. Il emporte les confidences dans ses plis, sans jamais les dissoudre. Je restai immobile, impressionné. Il poursuivit. Cette affaire, Hastings, n'était pas un meurtre comme les autres. C'était un écho d'ombre, de secret, de vengeance douce, presque muette. Ce n'est pas la haine qui a tué, mais le souvenir, et le besoin qu'il cesse. Je m'assis près de lui. Nous observions les flots tranquilles. « Croyez-vous que la justice ait été faite ?» demandai-je. Il haussa légèrement les épaules. « La justice des hommes, peut-être, mais il existe une justice plus vaste, celle des conséquences. Lady Marbury devra vivre avec ce qu'elle a tenté d'effacer. Karim s'est condamné lui-même en croyant réparer l'injustice par une autre. Clara, elle, a perdu 2 fois, un amour, puis une innocence. Il soupira, puis reprit. Mais certaines vérités, Hastings, ne meurent jamais, même sous 1000 masques, même au cœur des silences les plus polis. Il se leva, lentement, les mains croisées derrière le dos. « Et vous, mon ami, que voyez-vous dans ces eaux calmes ?» Je regardai. Je crus apercevoir une forme flottante, presque une illusion, peut-être un souvenir, peut-être un fantôme. Je vois un monde qui cherche encore à comprendre. Alors, conclut-il, nous avons fait notre part. Et le silence du Nil reprit ses droits. À l'aube, alors que le ciel rosissait à peine les murs de la villa, je me promenais seul dans les jardins. Une brise fraîche venait du fleuve, mêlée à l'odeur de la terre humide. Le calme était presque parfait. Je passais devant la terrasse où avait eu lieu le drame. Tout semblait à sa place. Les lanternes avaient été retirées, les coussins brossés. Mais quelque chose attira mon regard, à l'ombre d'un pilier, un éclat. Je m'approchai. Là, posé contre une pierre, se trouvait le masque de bal que portait Clara, brisé en 2, mais toujours là. Il n'avait pas été emporté, ni ramassé. Il reposait simplement, comme un souvenir que personne n'avait osé effacer. Je me penchai et le pris dans mes mains. Un côté était intact, l'autre fendillé, comme une peau blessée. Il brillait doucement sous les rayons dorés du soleil levant. Je pensais à tout ce qu'il avait couvert. Des larmes, des regards, un nom volé. Il n'était qu'un accessoire, certes, mais il disait tout, l'illusion, la peur, la vengeance et la tendresse. Poirot me rejoignit, silencieux. Il regarda le masque sans le toucher. Le mensonge, Hastings, finit toujours par se fêler. Mais il peut encore briller, jusqu'au bout. Je posai le masque sur le rebord de pierre. Le soleil se levait lentement, baignant de lumière la scène qu'aucune mise en scène n'effacerait plus. Et moi, capitaine Arthur Hastings, je compris alors que certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées. Il suffit de les regarder. Elles brillent, même brisées. Parfois, ce ne sont pas les coupables que l'on juge, mais les silences que l'on a laissés grandir trop longtemps. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour protéger un être aimé, même au prix de la vérité? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter votre réflexion et vous abonner pour d'autres mystères empreints d'ombre et de lumière. Le Nil s'est tu, mais son murmure reste, comme un secret que seul le cœur sait entendre.